Good morning and welcome to today's press conference providing an update on the wildfires season in Canada. I'd like to begin by acknowledging that I'm coming to you today from unceded Algonquin territory. My name is Brandon Klim. I will be your moderator. We are joined by the Honorable Steven Guilbeault, Minister of Environment and Climate Change, as well as Patrick Weiler, the Member of Parliament for West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Following brief remarks, Minister Guilbeault and MP Weiler will take your questions. To be called upon, please make sure to ask a question. Please make sure that you change your screen name to include full name and media outlets. Unidentified participants will not be called upon. If you have a question and are joining via the Zoom app, please use the hand raising function. And in the interest of time, we'll keep it to one question and one follow-up. Bienvenue au point de presse aujourd'hui au sujet de la saison des feux de forêt au Canada. Je m'appelle Brandon Klim et je serai votre modérateur. J'aimerais tout d'abord signaler que je me situe aujourd'hui sur le territoire algonquin non cédé. Aujourd'hui, nous avons l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et Changement climatique, et Patrick Weiler, député de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Suite à des courtes allocutions, le ministre Guilbeault et le député Weiler prendront vos questions. Avant de commencer, juste quelques points que j'aimerais soulever. Lors de la période de questions, nous vous demandons de changer votre pseudonyme pour inscrire votre nom au complet et le média que vous représentez. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser de questions. Si vous avez une question et vous participez via Zoom, veuillez utiliser la fonction « Lever la main ». Et finalement, veuillez vous limiter à une question et une relance. Donc, sans plus tarder, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Brandon. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, everyone. J'aimerais commencer également par reconnaître que je me trouve à Montréal, sur les terres traditionnelles des nations Mohawk, Algonquin, Huron-Wendat et Abénaquis, qui ont pris soin de notre environnement pendant des millénaires. Alors, j'aimerais vous présenter une mise à jour de la situation nationale sur les feux de forêt, avec un angle particulier sur ce qui se passe au Québec. This morning, I am accompanied by my friend and colleague, Member of Parliament, Patrick Weiler, who's joining us from British Columbia and who will be talking about the situation there in British Columbia. Before we begin, I want to take a moment to recognize the incredibly tragic loss this week of two firefighters in the line of duty, 19-year-old firefighter Devin Gale from British Columbia and 25-year-old firefighter Adam Yedden from the Northwest Territories. They were serving their country and their communities, and our thoughts are with their families, their friends, and everyone who's mourning their loss. I also want to recognize that people across the country are facing serious risks from wildfire smoke and poor air quality. I know that in BC, a young boy, Carter Vai, tragically passed away earlier this week. I want to extend my deepest condolences to his family and loved ones. As we continue to face Canada's worst ever wildfire season, today I'll be providing an update on the ongoing situation across the country. Patrick will be providing an update more specifically on what's happening in BC. As of today, there are 885 active wildfires burning across Canada, 600 of which are determined to be out of control, and 11 million hectares have burned so far this year, which is 10 times the national average. Canada has now surpassed its historic record for total area burned in one season. Our government has approved support across the country. The Canadian Armed Forces are fully engaged in 2 provinces where we have active requests for assistance. In addition to the support, we have also announced programs to train more firefighters, to increase the stocks of materials ready to deploy to fight fires, and have made available to provinces support on equipment. Our government has also worked through everything from Service Canada to help people who've had to be evacuated with access benefits to Indigenous Services Canada to provide support for affected communities. Donc, à ce jour, il y a 885 incendies de forêt qui sont en cours au pays, dont 600 hors de contrôle et 11 millions d'hectares qui ont brûlé depuis le début de l'année, ce qui est 10 fois la moyenne nationale. Le Canada a ainsi dépassé son record historique de superficie brûlée en une saison.
I also want to thank the firefighting teams, which have come from Australia, Chile, Costa Rica, the European Union, France, Mexico, New Zealand, Portugal, Spain, South Africa, South Korea, and the United States to help us manage those fires. 1,779 international personnel are on the ground as of yesterday, with further deployments arriving in the coming days. Alors, la situation ici au Québec reste difficile. Depuis que nous avons approuvé la prolongation du déploiement des Forces armées canadiennes au Québec à la fin du mois de juin, le gouvernement fédéral et provincial sont en contact étroit. En date du 18 juillet, 105 incendies de forêt brûlaient au Québec, dont 82 hors de contrôle. Il y a présentement 951 pompiers déployés dans la province, incluant des équipes internationales et des membres des Forces armées canadiennes. Le gouvernement fédéral répond à la demande d'aide pour évacuer les communautés menacées sur les territoires CRI, d'USG. Depuis le 18 juillet, les communautés CRI de Waskaganish, Eastman et Wiminji, situées à la baie James, demeurent isolées en raison de la fermeture des routes et de certains tronçons de l'autoroute Billy Diamond, quoiqu'on m'apprenait juste avant le début de cette conférence que la route vient d'être ouverte à nouveau et que les gens vont pouvoir retourner à la maison, notamment par cette route. La réouverture partielle de l'autoroute et des routes d'accès est en vigueur depuis le 18 juillet et devrait se poursuivre jusqu'au 21 juillet afin de permettre le ravitaillement en carburant et le retour progressif des communautés, comme je le disais, dans les communautés de Waskaganish, Eastmain, Wiminji, Nemaska et Chisasibi. Cela étant, d'autres modes d'approvisionnement commerciaux, tels que le transport ferroviaire et aérien, sont en cours, ce qui permet de varier les moyens d'approvisionnement des communautés. Des personnes vulnérables ont été également évacuées des communautés telles que celles de Eastmain, de Nemaska, de Waskaganish, de Chisasibi et de Wiminji. Grâce à l'aide des Forces armées canadiennes, plusieurs communautés ont reçu ou recevront au cours des prochains jours des vivres et des produits de première nécessité et les équipes travaillent sur un plan d'approvisionnement, notamment pour les besoins en carburant. Par exemple, les Forces armées canadiennes ont maintenant évacué plus de 500 civils de la communauté d'Eastman et transporté plus de 27 000 livres de marchandises, y compris de la nourriture, des produits de première nécessité et du carburant jusqu'à la communauté de Chisasibi. En date du 19 juillet, le transport aérien par Hercule connaît certains retards et la province s'efforce de déterminer les ressources alternatives disponibles par l'intermédiaire des États-Unis. Nous avons appris juste avant le début de cette conférence de presse qu'un autre avion 130 sera mis à la disposition des communautés. Le 17 juillet, la qualité de l'air s'est grandement améliorée, ce qui donne un peu de répit à la population touchée dans la province du Québec. We know that climate change makes wildfire season worse, and we're working to make sure that we're keeping people safe this year while getting ready for years to come. That's why earlier this month, our government announced an investment of $65 million to the National Wildfire Management Program at Parks Canada to increase wildfire risk reduction efforts and hire and train more firefighters and specialists. Environment Canada officials continue to expect higher than normal temperatures across the country this summer, with continued higher than normal fire activity. We would ask that Canadians pay close attention to the warnings and direction of authorities. Fire bans, travel restrictions, and air quality warnings are in effect in many parts of the country. And as my colleague, Minister Duclos, has emphasized in his recent updates, no amount of exposure to fire smoke is safe. It is important we follow the guidance to avoid that exposure as much as possible. Our government will continue to be there for Canadians as we work together to prepare for, respond to, and recover from this wildfire season. Thank you, and I will now turn it over to Patrick before we take your questions. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Patrick et on prendra vos questions par la suite. Merci, Steven, et bonjour tout le monde. Good morning, everybody. It's a pleasure to be joining you from the Sunshine Coast on the ancestral and unceded territories of the Sechelt Nation. I also want to thank you, Steven, for being here and for your leadership in addressing the wildfires that are deeply impacting Canadians from coast to coast to coast. And as Steven acknowledged, this week we did lose 2 people here as a result of the wildfires in British Columbia, including 19-year-old firefighter Devin Gale and 9-year-old Carter Vai. These losses are incredibly tragic, and I want to express my deepest condolences to their loved ones and the communities that are mourning their loss.
BC has already experienced our worst wildfire season ever, and Canada is in the midst of its worst wildfire season in our history as well. And it's only mid-July. In BC, we are unfortunately becoming accustomed to forest fires, but this year they've arrived even earlier, and they're made more significant because of widespread drought conditions we're experiencing across the province, and that we know will become increasingly common due to climate change. Here on the Sunshine Coast, last year we experienced the first state of emergency because of the droughts in our province's history, and extreme heat, poor air quality due to smoke, and water restrictions continue to heavily impact our province, which is affecting the health of residents and our communities, as well as shutting down businesses such as in the tourism and mining sectors and fracking in northeastern BC, and it's resulting in residents and workers needing to be evacuated. There are currently more than 350 wildfires burning across the province, and last week BC set an all-time record for area burned by wildfires in a single season, with at least 1.39 million hectares burned by 1,181 fires since April 1st of this year. This week, the Donny Creek wildfire in northeastern BC broke the record for the largest individual fire by area burned, standing at approximately 5,831 square kilometers. So as a reference, this is bigger than the entire province of Prince Edward Island. The federal government quickly responded to the request from BC for assistance and has now mobilized aid from across federal departments, including the Canadian Armed Forces. The Canadian Coast Guard is providing 2 helicopters to move wildfire personnel and equipment, and have staff and maritime transportation support standing by to support the province in their response. With the commitments of over $500 million in Budget 2022 in wildfire mitigation, response, and monitoring, we have more tools to mitigate the worst impact of these fires. And in Canada's first ever and recently launched National Adaptation Strategy, we're taking action to help our communities be ready for the risks of climate change, including wildfires. And keeping Canadians safe remains our top priority. So let me join Steven in expressing my heartfelt thanks to the heroic work of the thousands of firefighters, first responders, and volunteers here in Canada and from around the world who've come to help here, for all the work you're doing to save lives, homes, and to keep us safe. And I encourage everyone here in our province to stay alert and follow the directions issued by local, provincial, and federal authorities. In particular, please abide by warnings related to campfire bans and water usage. Every bit helps keep you, your loved ones, and our communities safe. Thank you. Thank you very much, MP Weiler and Minister Guilbeault. We will now take your questions. To pose a question, please use the hand-raising function. And if your question is for a particular, is for the Minister or for MP Weiler, please specify that before asking your question. First question, donc nous allons maintenant prendre vos questions. Veuillez s'il vous plaît utiliser la fonction lever la main sur Zoom. Et si votre question est adressée à une personne en particulière, veuillez s'il vous plaît l'indiquer avant de poser votre question. First question comes to us from, la première question est d'Éric Plouffe, Radio-Canada. C'est à vous la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Ma question s'adresse au ministre Guilbeault. J'aimerais en savoir un peu plus long sur ce qui est fait pour accélérer différentes mesures pour atténuer là, les impacts des changements climatiques, là, puisque là, c'est quand même historique, exceptionnel ce qu'on vit. Est-ce qu'il y a des mesures, des discussions en ce moment pour pouvoir accélérer le pas, là, aller plus vite, là? Merci pour la question, M. Plouffe. Effectivement, nous travaillons d'arrache-pied, certainement depuis que je suis arrivé comme ministre de l'Environnement, pour accélérer le déploiement des mesures. Je vous donne un exemple. J'ai adopté un règlement pour les carburants propres. C'est un règlement sur lequel le ministère avait travaillé pendant plus de 5 ans. Donc, la ministre McKenna y avait travaillé, le ministre Wilkinson et finalement moi. Ce que nous nous sommes donné comme objectif à l'interne, c'est pour les nouveaux règlements, par exemple la loi zéro émission, le règlement sur le réseau électrique carboneux d'ici 2035, le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre, et j'en passe, qu'au lieu de prendre 5 voire 6 ans pour déployer ces règlements-là, qu'on puisse le faire autour de 2 ans. C'est exactement 24 mois.
je vous donne l'exemple du règlement sur la loi zéro émission, la norme zéro émission. Nous avons déjà j'ai annoncé ça au début au début de 2020, au début de 2022. À la fin de 2022, nous avons publié le projet de règlement, ce qu'on appelle CG1 dans le jargon, excusez-moi, donc le projet de règlement. Le règlement final sera présenté d'ici l'automne. Alors, il aura fallu moins de 2 ans pour adopter ce règlement-là, qui, je vous le rappelle, fera en sorte qu'au moins 60% des véhicules légers vendus au Canada devront être des véhicules zéro émission d'ici 2030 et 100% d'ici 2035. Alors, on travaille effectivement à accélérer le déploiement des mesures. Vous constatez probablement comme moi qu'il y a beaucoup de résistance, à la fois dans certains cas dans le secteur privé, mais même au niveau de plusieurs de nos partenaires des provinces qui voudraient qu'on mette non pas le pied sur l'accélérateur, mais le pied sur le frein, qu'on ralentisse la mise en place de mesures, que ce soit plusieurs provinces de l'Atlantique, que ce soit plusieurs provinces de l'Ouest, évidemment pas toutes les provinces, puisqu'on a une très bonne collaboration. Je pense notamment à la Colombie-Britannique. Avec le Québec, ça va plutôt bien, mais il y a beaucoup de provinces où c'est très difficile. Alors, c'est sûr que si on avait plus de collaboration de nos partenaires provinciaux, ça nous permettrait d'aller encore plus vite, plutôt que de se battre avec eux presque à tous les jours. D'accord, merci. Et si je peux me permettre en relance, est-ce que c'est possible de revenir, vous l'avez dit en anglais, de revenir sur la formation des pompiers, de ceux qui combattent les incendies de forêt? Qu'est-ce qui comment je pourrais dire ça, qu'est-ce qui s'en vient? Là? Il va y en avoir davantage. Je pense que vous faites référence à un élément que j'ai prononcé dans mon allocution. J'essaie de... Oui, il me semble que c'était sur le fait qu'on va mettre davantage d'énergie sur la formation là, des pompiers, en tout cas ceux qui combattent les feux de forêt, non? À moins que j'ai mal compris. J'ai parlé d'une annonce que nous avons faite le mois dernier de 65 millions de dollars, mais je pense que j'ai fait ça en anglais. J'essaie de retrouver là, dans le texte. Écoutez, peut-être qu'on pourra se parler après si vous voulez, puis on pourra repasser à travers ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. C'est pas de problème. Merci. Merci, M. Plouffe. Merci beaucoup. The next question comes from Chris O'Neill-Yates, CBC. Please go ahead. Hello, Minister Guilbeault. There's been concerns raised here in Newfoundland and Labrador recently because we are having right now one of the hottest spells we've seen in history. There's an inability to fight fires should they break out, and fortunately they have not yet this year in this province. What kind of help could Ottawa extend to this province in the event that, such as last year, a big fire breaks out that threatens communities and the environment? What help could Ottawa offer? Thank you for the question. The federal government is ready to support provinces and territories should they need our help, and we've deployed so far this year certainly CAF members in Nova Scotia, in Quebec, in Alberta, in BC. Now it's only we only have CAF members in Alberta and in British Columbia and Quebec. So we can deploy people, we can deploy equipment to help and support local or provincial efforts to fight fires. So we would certainly respond very positively to a request by the province of Newfoundland and Labrador should forest fires erupt. And as you rightly pointed out, it's not the case right now, but it certainly was last year. I was supposed to, in fact, go to Gros Morne National Park, and I couldn't because of the forest fires last summer. So we're following the situation very closely. Certainly Environment and Climate Change Canada in terms of the weather forecast and day by day, if we see the situation evolve, and we're obviously in contact daily with provincial and territorial officials across the country, as well as Indigenous peoples and nations, to ensure that if help is required, it will arrive quickly by the federal government. Is there a follow-up, Chris? Yes, just as a follow-up, there's red all over the map when you look at the Environment Canada site for Newfoundland and Labrador right now.
And officials here are stressing the importance of not starting fires. What would you say to people in this province so that we could continue to avoid having wildfires break out here in terms of the sort of protection and kind of cautions we should be taking? People should be taking as they get out and try to enjoy some of the summer weather. Yeah, I certainly, as someone who loves to go outdoor, canoe camping, kayak, hiking, I certainly understand the urge sometimes of starting a fire, sitting around the fire, chatting, singing, cooking sometimes, but Canadians have to be very careful, even more careful than they are. We know that we have very hot and dry conditions pretty much across the country right now. And it's very easy for fires to start, whether from human cause or natural causes. But because it's tinder dry across the country, we have to be super careful. So please listen to your local, regional, provincial authorities when it comes to making fires or not. And it can be a small price to pay to be able to continue enjoying vacation, the outdoors. And it's an important, as individual, we have an important role to play in minimizing the risks of more forest fires in Canada. Merci beaucoup. La prochaine question provient de Patrick McIntyre, La Presse. La parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, donc ma question est également pour le ministre Guilbeault. Donc, on voit qu'il y a une grande coopération entre les provinces et de plus en plus entre les autres pays quand vient le temps de combattre les feux. Mais il y a des feux qui battent des records à plusieurs endroits en même temps. Donc, je me demandais s'il y avait un plan comme une fois que les pompiers doivent retourner chez eux pour combattre les feux. Est-ce qu'il y a un plan en place pour, admettons, au Québec, une fois que les pompiers de la Corée, de la France retournent chez eux, puis il y a un autre feu en Colombie-Britannique, les pompiers retournent là-bas. Est-ce qu'il y a un plan en place une fois que, quand il va manquer de ressources de ce côté-là? C'est une bonne question parce qu'historiquement, généralement, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait rarement des feux partout en même temps. Et donc, on pouvait s'entraider les uns les autres. Alors, souvent, le Canada envoyait des pompiers en Australie, aux États-Unis, dans différents pays européens. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que presque partout à travers la province, on brise des records de température, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Europe. On voit ce qui se passe, que ce soit dans le sud des États-Unis, la Chine. Et donc, l'avenir risque d'être un avenir où il va y avoir de plus en plus de ces catastrophes-là, et notamment des feux de forêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça deviendra peut-être plus difficile de compter sur l'aide de nos partenaires parce qu'ils seront eux-mêmes pris avec des feux de forêt importants. C'est pourquoi, comme le disait Patrick, comme je le disais moi-même dans mon allocution, nous avons investi plusieurs dizaines, voire quelques centaines de millions de dollars pour être en mesure de mieux répondre aux feux de forêt au Canada par l'achat de matériel, par la formation de personnel et l'embauche de personnel supplémentaire pour combattre les incendies de forêt. OK. Juste une complémentaire. En attendant que ces investissements-là portent fruit et que les nouveaux pompiers sont formés, est-ce qu'il y a un plan dans l'immédiat pour, admettons, il y a des feux dans toutes les provinces en même temps importants? Est-ce que la solution passe par l'armée entre-temps? Bien, donc là, présentement, le gouvernement fédéral a répondu à tous les appels d'aide de toutes les provinces ou territoires que nous avons eus jusqu'à maintenant. Nous avons pu fournir le personnel et le matériel nécessaire pour répondre aux différentes crises qu'il y a eu à travers le pays. Nos estimations sont que nous continuerons d'être capables de le faire au courant de l'été et que, évidemment, nous continuerons d'avoir de l'aide internationale, bien sûr, mais il n'y a pas d'enjeu présentement de manque de personnel, de manque d'équipement pour être en mesure de répondre aux besoins. Comme je le disais, les scientifiques d'Environnement et Changement Canada et notamment ceux de Ressources naturelles Canada travaillent à tous les jours pour
pour d'une part, analyser les données en termes de météo et on est capable d'anticiper quand même à quelques jours d'avance, voire un peu plus d'une semaine, quels sont les risques de besoin dans différentes provinces et de s'ajuster comme ça. Merci beaucoup. The next question is from Alessia Pasafiumi from Canadian Press, and I'm sorry if I mispronounced your name. Please go ahead. You didn't mispronounce my name, and my question is for Minister Guilbeault. The last time we had a national update, the silver lining was that the fire hadn't taken any lives or destroyed homes. Can you reflect on the tragic turn this wildfire season has taken and the risks that firefighters and Canadians are facing with months of fire season still to come? Well, as Patrick and I said, our thoughts go to the family, friends, and loved ones of the two firefighters who've lost their lives. We mourn their death, but celebrate what they were doing in their dedication to their communities and their country. It is a very unique year in terms of forest fires, and we are doing everything we can to ensure that the damage, the loss of lives are kept to a minimum, and damages to property infrastructures is also kept to a minimum. In the context of the fact that we've had a forest fire season that is 10 times worse than what we've seen on average in Canada, we are fortunate that there's been few loss of lives, although tragic, certainly, and few economic impacts or impacts to infrastructure and houses. But obviously, we are working very hard to limit those as much as we can. It goes to show how we need as a country to be better prepared to face the impacts of climate change. We're talking about forest fires now, but just a few weeks ago or just last week, we were talking about hurricanes or tornadoes in eastern Canada, Hurricane Fiona a little bit before that, the atmospheric rivers in BC last year. Climate change is upon us. And we need to be better prepared, which is why we launched in June the first ever national adaptation strategy, where we will work with our provincial territorial colleagues, Indigenous nations, experts, companies, to ensure that Canada is as prepared as possible to face the impacts of climate change, and that when those impacts come, that they are we keep those impacts as minimum as possible. Is there a follow-up, Alessia? Yeah, so with the loss of life is obviously tragic, but what supports are you providing to firefighters right now who are fighting fires through this record season and are seeing some of their colleagues pass away from their work? There's various support that is offered by the federal government through different departments to support those that are directly impacted or affected by loss of lives of colleagues, and certainly working with provincial and territorial authorities to ensure that people get the support that they need. Merci beaucoup. La prochaine question provient d'Émilie Bergeron, La Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour. Ma question est pour le ministre Guilbeault. Vous avez parlé tout à l'heure dans les mesures qui sont prises pour lutter contre les changements climatiques des véhicules électriques et d'augmenter la vente de véhicules électriques. Par contre, on sait qu'il y en a très peu sur le marché disponible en ce moment. Il y a des longs délais d'attente pour les gens qui sont intéressés à acheter, par exemple, un véhicule électrique ou hybride. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer, comme vous dites, les mesures pour lutter contre les changements climatiques? On voit qu'il y a des gens qui sont intéressés à faire ces changements-là, mais qui n'en ont pas l'opportunité. C'est une excellente question. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que les ventes de véhicules électriques au Canada, en moyenne, ont triplé au cours des dernières années. Donc, on est à un peu plus de 10%
des véhicules vendus sont des véhicules électriques. Cela étant, lorsqu'on regarde les provinces qui performent le plus, ce sont la province de la Colombie-Britannique et celle du Québec. Notamment parce que ce sont les deux seules provinces à avoir mis en place, depuis plusieurs années, qui ont mis en place une loi zéro émission pour forcer les fabricants d'automobiles à mettre plus de véhicules électriques sur le marché. Alors, ce qui fait que les délais sont beaucoup moins longs ici en Colombie-Britannique et la gamme de véhicules disponibles est beaucoup plus importante. C'est d'ailleurs pourquoi je travaille à mettre en place cette norme-là au niveau fédéral. C'est ce qu'ont fait plusieurs États américains, plus de 14 États américains, dont la Californie. C'est ce qu'ont fait plusieurs pays européens pour forcer les fabricants d'automobiles à mettre sur le marché plus de véhicules électriques. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà publié le projet de règlement sur la norme sur les zéro émission et le règlement final viendra probablement à l'automne. Alors, nous aurons réussi à adopter ce règlement-là en moins de 2 ans, ce qui relève pratiquement de l'effort olympique au niveau fédéral, puisque normalement, ça peut facilement prendre 4, 5, voire 6 ans pour adopter un nouveau règlement. Alors, on accélère le déploiement de ces mesures-là pour justement permettre aux gens qui veulent aller vers ce type de solution-là d'y avoir accès et d'en avoir l'opportunité, comme vous l'avez précisé. En relance, vous avez dit que votre gouvernement a été quand même rapide, que depuis votre entrée en poste, vous dites que vous avez travaillé à accélérer l'implantation de nouvelles mesures. Mais pour ce qui est de l'élimination des subventions aux énergies fossiles, c'est une promesse de très longue date. Donc, avant même que vous soyez ministre de l'Environnement, ça fait déjà plusieurs années que le gouvernement le promettait de diminuer graduellement jusqu'à éliminer. Là, ça fait quand même plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui tarde l'accomplissement de cette promesse-là? Bien, 3 choses que je voudrais dire. D'abord, l'engagement des pays du G20, c'est d'éliminer les subventions que l'on qualifie d'inefficaces d'ici 2025. C'est l'engagement que le G20 a pris. Le Canada a pris l'engagement de le faire cette année, donc 2 années plus tôt que tous nos partenaires du G20. On a déjà présenté l'an dernier le cadre qui nous permet d'éliminer les subventions internationales. C'était l'un des engagements de la COP26 à Glasgow, c'était d'éliminer d'ici 2022 ou plus tard les subventions internationales aux combustibles fossiles, ce que nous avons fait pour le Canada. Et au niveau des subventions domestiques, j'aurai de très bonnes nouvelles à vous annoncer au cours des prochains jours. Tout à fait en ligne avec notre engagement d'éliminer les subventions aux combustibles fossiles en 2023 et non pas en 2025 comme nos autres partenaires du G20. Donc, c'est vraiment une question de jour pour le Canada. Merci beaucoup. The next question is from Kirsten Everson, CBC. Please go ahead. Hi, Minister. Thanks for taking our questions. Sources tell CBC News that oil sands execs in the Pathways Alliance asked for a meeting with you this week while you were in Calgary and you declined. Why? I've met with representative of Pathway on a number of occasions, probably 3 or 4, maybe 5 times in the last year and a half. I was in Alberta this week, but only for 36 hours. I met with the Calgary Chamber of Commerce. I met with the Alberta Business Council. I met with the EPAC, which is the Explorers and Producers Association. So not the oil sands company, but the smaller, more conventional oil and gas producers, as well as meeting with the new Minister of the Environment, Minister Schulz, Minister of Forest and Park, Minister Lowen. So I had a pretty packed agenda, and there are people in the groups that I've met that I don't get to meet very often, as opposed to the representative of Pathway, whom I've met a number of occasions, and I also have the opportunity to speak to many of my colleagues, including Minister Champagne and Minister Wilkinson, on a regular basis. So I felt that it would be important to meet people that I have less of a chance to talk to. And just as a follow-up, you mentioned your meeting with Minister Schulz there. Did you get the sense that you will be able to work with the UCB government in reaching your emissions targets?
I would argue that we have already been working with them. Just last year, we renegotiated a more stringent carbon pricing mechanism across the country with all provinces and territories to ensure that everyone across the country was doing their fair share when it comes to pricing, putting a price on pollution. And we renegotiated very successfully with Alberta a more stringent carbon pricing system. Alberta wanted to have its own system. They already did. They wanted to keep it. So we said, if you want to do that, that's fine, as long as it meets the federal benchmark. And that's exactly what we did. Thank you very much. The last question will be de Michel Ducasse. La parole est à vous. Bonjour, M. Guilbeault. Je vous parle directement de l'Abitibi-Témiscamingue, où c'est une des régions au Québec qui a été le plus affectée par les feux de forêt. On a eu notamment la présence du premier ministre François Legault ici dans la région cette semaine. Et je me demandais, il y a eu des programmes qui ont été mis sur pied par le provincial pour aider les entreprises d'ici à se remettre sur pied, notamment les pourvoiries et d'autres entreprises. Est-ce que du côté fédéral, il y a un coup de main qui va être donné justement à ces entreprises-là? Honnêtement, je n'ai pas cette information-là comme ministre de l'Environnement et du Changement climatique, mais je peux certainement m'informer auprès de mes collègues qui sont dans les ministères à caractère économique ou de développement, comme développement économique de Canada, par exemple, et vous trouvez cette information-là, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que, bon, comme je vous mentionnais tantôt, M. Legault est venu nous voir dans la région ici. Est-ce que on peut prévoir une visite de quelqu'un de votre conseil des ministres du côté fédéral? Je pense que c'est toujours, vous l'avez vu avec la visite de M. Legault, c'est toujours un peu délicat pour des ministres, ou encore le premier ministre, de se déplacer dans des zones sinistrées, puisque ça veut dire qu'on prend des ressources, on doit s'occuper des gens qui sont là, donc on prend des ressources qui seraient allouées, dans ce cas-ci, à combattre les incendies de forêt, mais c'est certain que nous suivons la situation de très près et lorsque la situation le permettra ou sera plus adéquate, évidemment, moi-même ou certains de mes collègues iront avec grand plaisir. Merci beaucoup. Thank you very much. This marks the end of today's briefing. C'est ce qui conclut la conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup tout le monde. Thank you, everyone. Thanks, everybody.